Ah, les clients. Ils sont toujours en train de me déranger, les clients. La porte est ouverte, il y a le facteur qui est passé. Il y a un client qui voulait me parler. Là, il a vu, je l'avais entendu, il a vu que je faisais une vidéo. Il va repasser plus tard. Bon, j'en étais à Chamberlain et avec son truc d'écriture, de dire, oh, quel long préambule. Non, mais c'est pas rien parce que j'ai passé un long moment dans cette pièce-là avec mon ami Christophe à voir Chamberlain écrire. J'ai vu un écrivain à l'œuvre, un écrivain assez singulier qui a fait plutôt des bons livres. Bon, la suite, vous la connaissez, c'est une autre histoire. Et, euh, et pour moi, j'étais à la fois fasciné, à la fois émerveillé parce que c'est rare qu'on voit ça. Et lui, ce qui m'étonnait aussi dans sa manière de travailler, c'est que rien ne semblait le déranger. Par exemple, nous, là, les deux ados là, qui l'observions, faut dire aussi, on n'était pas très turbulent. On était plutôt du genre contemplatif. Et ça nous plaisait beaucoup. Ben, en tout cas, moi, ça me plaisait de le voir travailler. Ça me fascinait comment il intégrait les citations, comment il les incorporait à son texte, comment le texte prenait vie. Et parfois, il nous lisait des passages, avouons-le, qu'on comprenait, là, des petites lumières ici et là. Et je reviens à ce livre. Alors, je vais vous parler de Roland Vallée maintenant. Alors, Roland, si tu écoutes la vidéo, en fait, rien de ce que tu vas entendre ne te surprendra, peut-être, sauf le scoop, peut-être. Roland, Roland Vallée a été un des grands informateurs de ce livre. Il a fourni beaucoup de documentation. Ça a été un témoin de premier plan. Il a été administrateur. Il a fait partie de l'équipe de Mémise pendant 4 ans. Moi, je ne connaissais pas. Ben, c'est ça qui est bizarre. C'est que je me rappelais pas de Roland. Lui non plus ne se rappelait pas de moi. Puis c'est logique. Hein? Mais il nous est arrivé un incident. Alors, Roland, à un moment donné, j'ai commencé à échanger avec Roland il y a, je dirais, peut-être 6 7 ans. Je pense qu'il m'avait donné un coup de téléphone. Il a su, en tout cas, quelque part, que j'avais côtoyé cette commune-là. J'avais côtoyé les gars de Mainmise. Alors, on est entrés en contact l'un et l'autre. Et à un moment donné, on s'est échangé un certain nombre d'impressions, d'informations. La fameuse fois où Michel Tournier est venu à la commune. Et en 2000, en 2015, ouais, 2015, ou peut-être 2016, enfin, l'été 2015, l'été 2016, il m'a montré une série de photos. Roland, c'est un photographe de talent. Et il a pris des photos dans sa vie, il a pris des photos, j'ose même pas imaginer combien de milliers de photos il a pris. Et il avait pris beaucoup de photos de cette époque-là. Et je lui avais raconté, te souviens-tu, de la fois où Michel Tournier était venu à la commune. Ça, c'était en 74, été 74. Et il m'a dit, t'étais là, toi? Ben, oui, j'y étais. Alors là, je vous raconte ce qui n'est pas un scoop, ce qui n'est pas le scoop. Je vous raconte que, à un moment donné, à cet été-là, 74, j'ai 13 ans, mon ami Christobal en a 12, imaginez. Moi, j'ai 13, lui, il en a 12. Et il y a une Mercedes qui débarque. Il y a une Mercedes qui arrive. Et là, il me semble que c'était une femme, avec un, qui était l'attaché de presse de Tournier, en quelque sorte. Ce qui me semblait être un chaperon. Mais il y avait une sorte d'effervescence au sein de la commune. Il y avait un écrivain important, Michel Tournier, qui débarquait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est retrouvés, et là, Tournier a voulu nous. Vous allez le dire, c'est pas un scoop, ça? Peut-être, il me semble l'avoir déjà dit dans une vidéo, mais c'est même pas mon scoop, vous vous rendez compte? Je vous offre des scoops comme à tout va, là, comme une fontaine jaillissante. Ah, par contre, ça, j'y étais. C'est pas où j'ai entendu, où il paraît que. Bon, donc j'y étais.
J'étais en chair et en os. Alors Chamberlain et Tournier et Cristobal, ils décident, les deux écrivains décident qu'on aille se promener dans la forêt qui jouxtait le bâtiment principal de la commune. Alors nous, on était d'accord, on était toujours d'accord pour aller griller un joint, on était toujours d'accord on était des vrais glandus, là, on était toujours d'accord pour discuter, refaire le monde, analyser les trucs, là. Analyser l'air du verso qui se déployait là, sous nos yeux effarés. Quant à l'orée de la forêt, nos deux zigotos se foutent à poil. Chamberlain se fout à poil, Tournier se fout à poil. Là, nous, me souviens, Cristobal et moi, on n'avait pas envie de se foutre à poil. Alors, on s'est promené en forêt pendant, je dirais, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et il n'y a eu rien, là. Rien de ce que je vois. Je vous vois, là. J'entends déjà vos méninges là, se faire aller. C'était rien passé. Mais en cette matière, les choses ne se passent pas comme on le pense. C'est que dans la relation, on va dire, qu'un adulte peut éprouver pour un jeune être, hein, une jeune personne, à tout le moins, il y a une espèce de truc un peu, chose qui flotte dans l'air, là. Et si nous avions été, Cristobal et moi, intéressés, disons, à se foutre à poil à notre tour, peut-être, regardez, peut-être. Et puis finalement, en fait, au bout de 3/4 d'heure, puis peut-être aussi ils en ont eu marre de se faire dévorer par les moustiques, eh bien, on est retourné à la commune. Mais je me souviens du Tournier, c'est bizarre à dire, mais une espèce de corps avachi qui me semblait flétri, avec une bisoune qui pendouillait. Ça n'avait rien de très... en tout cas, c'était pas très érotisant, croyez-moi. Et la conversation ne levait pas, si je peux dire. Il n'y avait pas d'échange là, entre nous. On répondait par monosyllabes, oui, non. En fait, on était embarrassés de la situation et on savait pas trop juste et quoi faire dans cette situation-là. Mais bonjour. Oui. Excusez-moi, des cours de français, est-ce que vous avez? Non, j'ai pas ça, monsieur. De français? Non. Non? Non. Ni Becherel, ni rien. Attends une minute, je reviens. Le Becherel, peut-être. Ok. J'ai orthographe. Ok, c'est tout? C'est tout, ouais. Il est là, ici. Ouais, l'orthographe. Bon, je vous paye. Oui, ok. Suivez-moi. Suivez le guide. C'est tout? C'est tout. que vous avez. C'est tout ce que j'ai, monsieur. Il y a des méthodes anciennes qui ne se trouvent que dans les livres usagés, comme Moget par exemple. Ah, ça, j'ai pas ça. Vous n'avez pas ça. Attendez. Mais si vous voulez juste passer par ici, Ok, je peux aller le livre, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On cherche des verbes pour des livres usagés. Vous savez que d'habitude, ce qu'il y a d'usagé, ça ne cherche pas. Ouais. On cherche seulement quand c'est neuf. Exactement. Mais c'est pas neuf. Non, c'est moins cher aussi. Bon, merci. Merci.
Alors donc, en 2015 ou 2016, Roland m'a montré les photos de cette fameuse visite de Michel Tournier. Et, en fait, j'apparais pas sur les photos. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On voit Tournier, on voit Chamberlain, on voit les frères Maheu, mais est-ce qu'on voit Cristobal, pardon? Je sais pas. Je me rappelle pas. Il me semble qu'on le voit pas non plus. Alors, c'est assez mystérieux. À un point tel, sans doute, que Roland a dû se dire, en fait, je pouvais pas avoir inventé cette histoire-là. Et lui, il se rappelait pas de moi, puis moi non plus, je me rappelais pas de lui. Alors, nos destins sont croisés comme ça à quelques reprises. J'ai jamais osé lui avouer que toujours aux alentours de 73, 74, je m'étais rendu dans les locaux de Mainmise pour acheter de l'herbe. Et ça, il va l'entendre. Il va dire, voyons donc, tu m'as jamais dit ça. Ben non. Maintenant, de toute façon, tout le monde s'en fout de l'herbe. C'est légal. Je ne vous conseille pas d'en fumer, par exemple. Hein? Même si c'est légal, c'est pas tellement bon pour le cerveau. Alors on est revenu sur cette affaire-là. Parce que là, j'ai rencontré Marc-André Brouillard. J'ai rencontré Marc-André Brouillard au Salon du Livre Ancien. Il m'a demandé si j'avais des documents, des livres sur la contre-culture. Il était accompagné de Roland. Il m'est même pas venu à l'esprit de lui dire que j'avais connu ces gens-là, que j'avais été à cette commune-là. C'est comme si, au fond, j'étais qu'un libraire. Hein? Et puis, j'avais pas été un témoin, j'ose pas dire un acteur, mais un témoin de cette période-là. Et bien là, il y a eu l'affaire des deux petites filles qui sont mortes. Alors, je vous invite à faire des recherches. Et ce qui s'est passé, ce que je sais de source sûre, c'est que l'éditeur, quand il a appris cette affaire-là, a exigé qu'il soit dans le livre de nos racines psychédéliques. Et là, moi, en tout cas, j'ai appris le nom de ces petites filles-là. Enfin, il y avait un nom, ces petites filles-là avaient une existence. Et elle était très, très bouleversée. Et puis, avec le reportage d'Amélie Dubreuil, à Radio-Canada, vous pouvez faire Commune, Cadet-Roussel, Google, Amélie Dubreuil, vous allez retrouver tout ça. Je ne cacherai pas, ça m'a été libéré d'un immense poids. Ça m'a hanté, ça a hanté toute ma vie. Et sans doute celle de tous ceux qui ont été... Alors, et après, il y a eu une enquête policière aussi sur ce qui s'était passé à la commune. Une enquête policière toute récente, là, toujours en 2018. Des allégations d'abus sexuels et l'exhumation de textes, entre autres de Mainmise, racontant un certain nombre de choses. Tout ça de nature publique, donc c'est pas... Il n'y a pas de scoop, là. Je sais que vous attendez du scoop, là, mais il s'en vient. Mais, comme je vous dis, est-ce que c'est ma mémoire? Bon, dans le cas de la quéquette de Tournier, ça c'est formel, je m'en souviens parfaitement. Mais, j'avais d'autres choses à vous dire. Alors, finalement, le livre est sorti. Le livre de Marc-André Brouillard est sorti, qui est un très bon livre. Hein? C'est bien écrit. Les faits sont exacts. Il y a aussi un témoignage de mon ami Alexica Lepage. C'est un bon texte de Lepage, qui lui aussi a gravité dans cet univers-là de la contre-culture. Un personnage iconoclaste, Lepage. C'est un personnage... il me fait penser un peu à Bertrand Labévu, là, le vieux comparse de Gaston Lagaffe. Il y a quelque chose d'ondoyant, semble pas trop prendre la vie au sérieux. Il a très certainement raison. Est-ce que je vous... Ouais, bon, écoutez, voilà. Le scoop. Mais c'est sûr, j'avais d'autres choses que je voulais vous dire, que j'ai oublié, mais bon. En fait, j'aurais aimé ça dire ça à Marc-André Brouillard, comme un complément d'information. On va dire que là, je ne peux pas nommer le poète, hein, mais si vous êtes assez
assez subtil, vous allez deviner de qui je parle, qui était en contact avec Lawrence Ferlinghetti. Le fameux Lawrence Ferlinghetti, le fondateur de la City Light Books à San Francisco, l'éditeur d'Allen Ginsberg, le pote de Jack Kerouac, l'ami de William Burroughs, le copain de Grégory Corso. Eh bien, ce Ferlinghetti qui fête, là, ou qui a fêté, ou qui est sur le point de, en tout cas, il y a 100 ans, il est toujours vivant. Eh bien, ce Ferlinghetti, si ma mémoire est bonne, parce que je me dis, peut-être que là, tu avances des choses, mais c'est parce que Ferlinghetti est toujours resté dans mon esprit. J'ai pas pu avoir inventé ça. Comprenez? Et puis, j'espère que là, je ne vais pas m'exposer à des trucs. Il envoyait des lettres à cette commune-là qui était imbibée d'LSD. Et quand je dis imbibée, je prends un exemple. Je me souviens très, très, très bien de ça. Il y avait la lettre, on dit « My dear chose ». Et là, les bars étaient imbibés d'LSD et 1 centimètre carré, c'était une dose. Alors, et ça, il envoyait ça, là, c'était pas du business, là. C'était afin d'éveiller les consciences. Et ça, les principales communes d'Amérique du Nord recevaient des poèmes de Ferlinghetti dans lesquels les feuilles de poésie étaient imbibées de LSD. Ouais, ben ça, vous voyez, les années 80, quand les années Coke sont arrivées, moi, je n'ai jamais pris de Coke. Ça, je peux vous le dire, ça ne me convenait pas. Peut-être essayer une fois ou deux, mais c'était pas mon truc. Ça ne m'intéressait pas du tout. Déjà, ça m'écœurait de fumer du pot. Alors, imaginez, j'avais hâte d'arrêter de fumer du pot. Fait qu'imaginez la poudre. Ça n'avait aucun espèce d'intérêt pour moi. Puis d'autant plus que ce que j'observais autour de moi, c'est que les gens qui prenaient de la cocaïne, généralement, c'était j'ose le dire, c'était des idiots. Tout à coup, des gens inhibés, des gens renfermés, ils sniffaient une ligne, tout à coup, ils devenaient effervescents pendant 3-4 minutes. Après, ils redevenaient catatoniques. Ça ne convenait pas à mon tempérament agité complètement. Puis souvent, à cause justement de mon... mais lui, il est sa poudre. Je vais mettre sa poudre, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, aucune drogue m'intéresse. Ça, c'est ce qu'on appelle un straight edge. Je prends rien du tout. Un verre de vin, puis je m'effondre. Alors, ça peut vous donner une idée. Je ne bois pas non plus. J'ai pas de vice. Je suis parfait. Et, mais les années 80, là, le début des années 80, là, la poudre est arrivée. Et là, aujourd'hui, c'est ce que note Marc-André Brouillard dans son livre, Nos racines psychédéliques. Beaucoup des choses comme la légalisation du pot, le mariage pour tous, l'Internet même, c'était proposé par ces avant-gardistes-là de la contre-culture. Et beaucoup de ces choses-là qui paraissaient complètement utopiques sont devenues des réalités 50 ans plus tard. Et aujourd'hui, le LSD, on en donne aux gens. Il y a des études qui se font parce que c'est vu maintenant comme un médicament qui ouvre effectivement la conscience. Une fois que la conscience est ouverte, là, elle est ouverte. Hein. On peut pas. On ouvre une fois une chose. Hein. Une fois que la porte est ouverte, elle est ouverte. Là. Et si on doit la refermer un peu, on la referme. Et on en donne aux gens qui sont en phase terminale parce que beaucoup ont peur de mourir. En fait, tout le monde a peur de mourir. Et donc, l'utilisation qu'on fait du LSD est maintenant thérapeutique. Mais la mafia, puis la gang de Reagan, puis la gang de Noriega, puis tous les bandits qui ont pris le pouvoir au début des années 80, n'avaient aucun intérêt à ce que les gens prennent du LSD. Parce que, d'abord, c'est une drogue qui ne développait pas la suétude, contrairement à la coke. C'est une drogue, il n'y a pas de cash à faire avec ça. Parce que c'est une drogue qui fait qu'à un moment donné, tu peux arrêter de prendre la drogue. C'était une drogue qui fait qu'à un moment donné, tu peux te lever et dire « Merde, j'en ai marre de ma vie de con. »
je me tire. Quoi l'intérêt? Tu fais pas d'argent avec ça. Une drogue qui t'empêche de te droguer, je veux dire, ça a zéro sens. Alors, les cartels mafieux qui sont en cheville avec les grandes fortunes, avec... Regardez, là. Si vous imaginez que vous ne vivez pas dans un monde criminalisé, là, c'est parce que vous êtes des enfants d'école. Ça n'avait aucun intérêt. Qui avait intérêt à ce qu'il y ait du LSD? Timothy Leary, qui était le grand propagateur. Eh bien, le poète qui a 100 ans aujourd'hui, qui est toujours vivant, là, vous allez me dire, oui, mais là, tu n'as pas de preuve de ce que tu avances. Écoutez, j'ai pas de preuve, effectivement. Peut-être que des historiens ou des intellectuels peuvent se pencher sur mes propos. Je pense être un témoin digne de foi. Étant donné que j'étais là, hein, bon, j'ai vu ça, j'ai vu les trucs. Et pourquoi j'aurais inventé que c'est un poète de San Francisco et éditeur? Faites le recoupement. Qui aurait produit ça. Est-ce qu'il les fabriquait? Est-ce qu'il y avait un laboratoire? Je n'en sais rien. Comment il s'approvisionnait? Évidemment, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'était pas du business. Il y avait pas... c'était pas un truc d'affaires. C'était un truc prosélyte. C'était pour préparer la révolution. Alors, je vais conclure avec quelque chose. Parce que... Je vais conclure avec mai 68, justement. Parce que faut bien comprendre, ça m'est apparu soudainement, nous sommes dans des années contre-révolutionnaires. Et c'est ça aussi, hein, tout ce qui se passe. C'est tellement lourdeau, c'est tellement déprimant. Et puis c'est des années contre-révolutionnaires agonisantes de surcroît. J'entends beaucoup de jeunes réactionnaires, on va dire plutôt, on va choisir un terme plus sympathique, des jeunes conservateurs, qui blâment l'héritage de mai 68. Ben moi, je vais vous dire quelque chose. Là. Puis ça, c'est vraiment le fond de ma pensée. L'héritage de mai 68, c'est que chacun peut disposer de son héritage. Vous avez peine à imaginer, ceux qui n'ont pas connu à quel point c'était aliénant, les conventions sociales, les gens qui, pour faire l'amour, doivent se marier et puis découvrent le soir de noces, que c'est catastrophique, leurs épidermes ne se conviennent pas, qui engendrent des enfants qui sont à leur tour névrosés, qui vivent dans des foyers sans amour où on ne se sépare pas. Le patrimoine, hein, ça c'est surtout une grande raison, le patrimoine sur lequel les crabes s'agglutinent là, et qui s'empilent et qui meurent, comme dit l'autre. Là. Eh bien, aujourd'hui, quelqu'un qui déciderait d'avoir 8 enfants, d'aller à la messe tous les dimanches, de faire l'amour une fois par mois, de faire des jeûnes, de vivre selon les commandements de l'Église. Est-ce quelqu'un qui l'empêche de faire ça? Personne. C'est ça l'héritage de mai 68. C'est que chacun peut disposer de sa sexualité comme il l'entend. Que les gens fassent des orgies, qui se déguisent en doggy, qui pratiquent le bondage, qui pratiquent le triolisme, qui filment leurs ébats sur des plateformes, qui soient aux hommes, aux femmes, aux deux. Il y a juste aux enfants que c'est un crime. Et puis, oui, parce que la sexualité des enfants ne regarde pas les adultes. Hein? Les adultes n'ont pas d'affaire à s'impatroniser dans la sexualité des enfants. Mais ce que les gens font avec leurs organes génitaux, là, on n'en a rien à crisser. Les adultes consentants, tout le monde est d'accord? Ben, c'est ça, mai 68. C'est la liberté sexuelle. Puis ça, là, vous avez beau être con, vous avez beau être personne ne vous oblige à vous marier. Personne ne vous oblige à rester avec une partenaire qui ne vous convient plus, au nom de valeurs de civilisation. Vous voulez rester avec quelqu'un, l'amour, ça compte. Si vous n'aimez plus quelqu'un, vous avez le droit de vous en aller sans qu'on vous jette dans le feu, sans qu'on dresse des bûchers pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'aliénation était inimaginable
Et là, aujourd'hui, bon, c'est compliqué, c'est sûr, parce que justement, vous allez avoir affaire à des êtres aussi libres que vous, qui vont être aussi dans leur désir à eux, puis ça se peut que vous ne fitiez pas avec le leur. So what? On est tous des héritiers de mai 68. Puis l'héritage de mai 68, c'est qu'on peut disposer de notre héritage comme bon nous semble. On peut être un libertin si ça nous plaît, on peut être un conservateur si ça nous chante. C'est ça, la liberté. Et ça, je veux dire, il n'y a personne qui a envie de se faire dire à nouveau quoi faire. De ce point de vue-là, les hommes et les femmes de Mainmise, il faut les saluer. Ils nous ont libérés. Que vous ne sachiez pas quoi faire avec votre propre libération. Excusez-moi, c'est pas mon problème. C'est le vôtre. Mais aujourd'hui, vous devez être en phase avec vous-même. Vous devez vous asseoir, réfléchir. Est-ce que vous êtes bien dans votre célibat? Sinon, trouvez-vous quelqu'un. Est-ce que vous êtes bien avec votre partenaire, avec votre amoureuse? Partez. S'il y a du patrimoine à céder, cédez-le. Mais ne me parlez plus d'héritage civilisationnel. Vous pouvez, si vous voulez, il y a dimanche, là, il y a une église pas loin de la librairie, à 11h la messe de dimanche. Vous pouvez y aller. Salut Benoît! Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, le scoop est dit. Réfléchissez à tout ça. Merci, bonne journée. Je vais aller travailler. Je n'ai pas que ça à faire. Parler tout seul devant une webcam. Merci, bonne journée.